Bien, merci beaucoup Raphaël. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis un collègue de l'université Pierre et Marie Curie en demi-service enseignement à l'école normale depuis plusieurs années. Donc, j'ai en charge le cours de statistique pour les élèves de l'école de deuxième année de la FIMFA, donc niveau Master 1. Alors, je suis bien embêté en fait pour ce cours parce que j'imagine que votre niveau en stats est très hétérogène. Certains d'entre vous doivent bien connaître. D'autres, en revanche, ont peut-être des notions assez vagues. Donc j'ai pris le parti de faire un cours pour tous et donc vraiment de partir de zéro pour vous donner les grands principes, les grandes idées de la statistique et pour vous permettre de passer une vie agréable en connaissant ce qu'il faut savoir minimal en statistique. Voilà. Alors peut-être en préambule, il me semble important de souligner l'importance de la discipline. Parce que nos élèves, quelle que soit l'orientation qu'ils choisiront, auront affaire à la statistique. C'est vrai aussi bien pour les carrières de recherche. Il n'y a pratiquement plus un seul domaine dans la recherche où on ne fasse appel aux statistiques, que ce soit en physique, en biologie, partout. On veut essayer de maîtriser le risque, de comprendre la variabilité, et ça se fait par l'outil statistique. Dans le secteur privé, pour ceux de nos élèves et de nos étudiants qui choisiront d'embrasser des carrières dans l'industrie, là encore, pas un seul secteur n'utilise plus les statistiques, évidemment pour comprendre leur environnement, pour prendre des décisions. Tout ça se fait à partir de l'outil statistique. Et plus généralement, vous savez probablement aujourd'hui qu'il y a un paquebot, un Titanic qui est en train de déferler sur l'emploi. C'est le phénomène dit Big Data. Et aujourd'hui, les profils de data scientists, pour employer le mot anglais, donc qui sont des profils croisés informatiques, statistiques, sont des profils très recherchés par les entreprises. Ce sont en fait les premiers pourvoyeurs d'emploi. J'ai lu ce matin sur Twitter que dans les 5 ans à venir, le nombre de données allait être multiplié par 30, le nombre de données disponibles à traiter. Donc les entreprises aujourd'hui font face à des masses de données et elles sont désemparées face aux décisions à prendre. Et donc voilà pourquoi nos masters sont remplis de jeunes élèves, de jeunes étudiants qui veulent avoir une formation à la fois en stats et à la fois en informatique. Donc c'est le profil dit de data scientist, donc comme je vous le dis, qui revêt un succès croissant. Voilà. Donc évidemment, en 1h30, parler de tout ça relève un peu de la gageure. Donc ce que je vais faire, c'est simplement essayer de vous donner quelques concepts essentiels. Alors le niveau de l'exposé sera très basique par rapport à celui de Raphaël. Il ne s'agira absolument pas d'un exposé de type recherche. Néanmoins, si vous voulez parler de questions peut-être plus ouvertes, de questions recherche dans les 10 dernières minutes de l'exposé, avec grand plaisir. Donc je vous ai distribué mes notes, donc je vais simplement écrire ce que vous avez sous les yeux, donc vous n'êtes absolument pas obligé de recopier. Donc d'abord, il me semble important de partir d'un exemple à partir duquel on pourra dégager une problématique générale. Donc l'exemple canonique, quand on fait des statistiques, bien sûr, c'est celui des sondages, dont on entend beaucoup parler en ces temps électoraux. Donc prenons le cas d'un sondage d'opinion. Et dans le cas d'un sondage d'opinion, qu'est-ce qu'on fait? On interroge des personnes, typiquement 1000 dans le cas d'un sondage fait par un institut sérieux, et on collecte des réponses, donc qu'on va noter ici X1, Xn, donc qui appartiennent à 0 ou 1. Donc 0 si la personne vote A, 1 si la personne vote B. N vaut en général, comme je vous le disais, entre 500 et 1000. Et on s'interroge sur ce qu'on peut faire à partir de ces nombres. Donc on peut en rester là, on peut faire des moyennes, on peut faire des camemberts, on peut faire des histogrammes, on peut faire beaucoup de choses avec ces nombres. C'est ce qu'on fait au moment des matchs de foot ou des matchs de rugby, quand on regarde l'occupation d'un terrain par un autre. C'est ce qu'on fait le soir d'élection où on commente est-ce que tel parti politique a progressé ou est-ce qu'il a régressé. Tout ça existe, ça s'appelle la statistique descriptive, c'est une science en soi. Néanmoins, très rapidement, si l'on en reste au niveau des nombres, l'esprit reste d'une certaine manière prisonnier de la matière et il est impossible, évidemment, de prendre des décisions à partir de ces nombres
si on n'effectue pas une étape supplémentaire de modélisation. Si l'esprit reste bloqué au niveau des chiffres, eh bien, on regarde les chiffres pour ce qu'ils sont, sans comprendre en fait le mécanisme qui a généré ces chiffres. Et donc l'objet de la statistique va être précisément d'essayer de comprendre le mécanisme aléatoire qui a donné naissance à ces chiffres que l'on observe. Et pour ça, le modèle canonique, le modèle habituel de la stat, c'est tout simplement de passer de ces petites lettres à des grandes lettres via des variables aléatoires. Donc, j'écris ceci comme ça. Donc on va supposer en fait que les chiffres que l'on a observés, que la série de chiffres qu'on a vus, ne sont autres que des réalisations de n variables aléatoires, x1, x quant n. Donc notez que je les note avec des grandes lettres, comme c'est l'usage. Je les distingue donc des réalisations avec des petites lettres, qui sont IID, donc pour indépendantes et identiquement distribuées. Alors ce petit passage qui n'a l'air de rien est fondamental et il n'est pas finalement du tout simple à appréhender. Les étudiants, les élèves ont beaucoup de mal à comprendre ce passage-là et si l'on y réfléchit, il y a de quoi parce qu'il y a vraiment un saut conceptuel de ce passage des petites lettres aux grandes lettres. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que ici il s'agit de chiffres, ici il s'agit de variables aléatoires, donc de fonctions. Donc l'objet tout de suite sur lequel on va travailler, c'est un objet fonctionnel. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une hypothèse forte, c'est que ces n variables aléatoires sont indépendantes et identiquement distribuées. Alors on peut s'interroger sur la pertinence de ce modèle-là. Alors le fait qu'elles soient identiquement distribuées, bon, on se dit dans le fond, dans le cas d'un sondage, pourquoi pas, on sonde une population, donc on peut admettre que dans une population, on ait un comportement global à peu près similaire, dont acte. Le fait qu'elles soient indépendantes, en revanche, pose un peu plus problème, bien sûr, parce que dans un modèle, tout va bien, mais dans la réalité, si j'interroge des personnes, que signifie l'indépendance? C'est évidemment, si je sonde ici pour les prochains résultats électoraux, sans trop m'avancer, il pourrait parfaitement que j'ai des résultats qui soient biaisés. Donc vous voyez, c'est une véritable question. Néanmoins, je vous rassure tout de suite, ça n'est pas une question que les statisticiens se posent. On laisse cette question-là en fait aux sondeurs. On laisse cette question-là à une autre catégorie de statisticiens qui font ce qu'on appelle des plans d'expérience, et donc dont je ne parlerai absolument pas. C'est une spécialité de la statistique, ou qui est peut-être un peu en marge de la statistique, entre la statistique et la statistique descriptive. Nous, statisticiens, on va dire théoriciens, on admet ce modèle et on travaille à partir de ce modèle-là. On peut le raffiner, on peut par exemple ne plus supposer que les données sont indépendantes. Évidemment, dans le cas d'une série temporelle, si vous regardez le CAC, il est hors de question de supposer que les variations du CAC, que la valeur du CAC d'un jour à l'autre, prend la forme de variables indépendantes. Pourquoi? Parce que la valeur de la bourse au temps t dépend normalement de ce qui s'est passé au temps t-1. Donc ces hypothèses-là ne sont plus d'actualité. Donc tout ça sont des modèles qui existent, ce sont des champs de recherche aussi contemporains, mais dont je ne parlerai pas dans cet exposé. Donc ça c'est le modèle habituel, x1, xn, des variables aléatoires IID. À partir de là, si on pousse un cran plus loin le modèle, on se dit, ben oui, ben au fond, puisque les variables prennent deux valeurs 0 ou 1, ben je peux supposer que chaque xi suit une loi de Bernoulli de paramètre θ, avec θ dans 0, 1. On revient ici au modèle de Bernoulli dont parlait Raphaël tout à l'heure, et je tiendrai tout le cours avec ce modèle-là, puisqu'on peut faire pratiquement toute la statistique avec le modèle de Bernoulli discret. Donc ça colle bien. Le paramètre θ, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de voter pour le candidat 0 ou le candidat 1, comme il vous plaira. Le problème, c'est que θ, on ne le connaît pas. Alors tout à l'heure, Raphaël a fait un exposé de probabilité. En probabilité, la vie est assez simple, parce qu'on dit, voilà, il y a un paramètre P, bon, et puis on fait des probabilités, on fait des calculs plus ou moins compliqués. Le statisticien, lui, a un raisonnement qui est très différent. Quand il voit un paramètre, il ne peut pas s'empêcher de poser la question, mais c'est quoi sa valeur? Et donc tout l'objet, en fait, des probabilités, des statistiques, va être d'essayer de donner de l'information sur les paramètres inconnus du modèle. Donc c'est un raisonnement inverse, si vous voulez, des probabilités. En probabilité, on a des variables aléatoires, on dit des choses sur les variables aléatoires, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exposé de Raphaël, on fait des moyennes, on fait des sommes, on fait des calculs, mais on suppose la loi connue. En statistique, le raisonnement est inverse, on se donne la loi,
comme ceci, mais on ne connaît pas la valeur du paramètre. On va essayer de remonter à la source de l'information en donnant de l'information sur le paramètre. Donc ici, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la valeur de θ. Est-ce que θ est proche d'un demi ou est-ce qu'il n'est pas? Est-ce qu'il vaut 0,54, 0,53? C'est ça qu'on fait le soir des élections. On donne de l'information sur le paramètre θ. Donc ça, c'est la première question et ça s'appelle l'inférence statistique. Et le premier volet de l'inférence statistique, donc, c'est l'estimation des paramètres, dont on va parler dans quelques minutes. Mais on s'aperçoit rapidement qu'on peut, au fond, se poser bien d'autres questions. On peut se poser la question de savoir, par exemple, si le paramètre θ est plus grand que 1,5 ou pas. Est-ce que oui ou non, tel candidat a des chances d'être élu? C'est une question de nature différente. Je ne m'interroge pas sur la valeur particulière du paramètre, je m'interroge sur une propriété du paramètre. Et donc là, c'est une question connexe mais différente qui s'appelle les tests. Donc c'est le deuxième grand volet de la statistique inférentielle. Donc inférence, ça veut dire chercher de l'information. Ce sont les tests. Donc pour passer une vie de statisticien tranquille, il faut connaître l'estimation et les tests. Donc dans l'exposé qui va suivre, je vais essayer de vous montrer comment on peut essayer de régler ces deux problèmes-là. Donc le message ici, c'est que vraiment la démarche statistique est inverse de la démarche des probabilités, même si, là aussi c'est un message fort, elle s'appuie sur les probabilités. Les statistiques sérieuses doivent être faites après les probabilités. Mon point de vue, je ne veux surtout pas polémiquer, mais c'est qu'on ne peut pas faire de statistiques sérieuses sans avoir fait de probabilités auparavant. Vous allez très vite vous en rendre compte. Donc, à partir de là, on va essayer de poser, au fond, un modèle qui puisse convenir. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle statistique. Le modèle statistique le plus courant, c'est celui qui figure dans la définition de 1. Donc, je me donne H, un sous-ensemble de RP. Donc, H, ici, ça sera 0 ou 1 dans le cas de variables discrètes, mais bon, si vous avez un phénomène continu, ça peut parfaitement être R. Donc pensez à H comme ou bien un espace discret, ou bien R. Un modèle statistique, c'est tout simplement la donnée d'une famille de lois de probabilité Pθ, où θ varie dans grand θ, sur H, muni de sa tribu borélienne. Alors bien sûr, dans le cas 0,1, c'est la tribu triviale engendrée par 0,1. Sur R, c'est la tribu borélienne. Je préfère vous avertir tout de suite, les statisticiens ne sont pas traumatisés, loin de là, par ces histoires de tribus, de mesurabilité, etc. Donc les élèves dans ce vénérable établissement, en général, les 2-3 premiers cours sont assez inquiets par ces problèmes, ils sont assez tracassés par les histoires de mesurabilité, des max, des inf, des tribus. Ça passe assez vite. Ça passe assez vite. En stat, il faut avoir une attitude assez zen et mettre de côté certaines certitudes mathématiques. Voilà, pour pouvoir progresser. Donc je ne vais pas m'appesantir sur des détails trop théoriques. Et donc, voilà ce que c'est qu'un modèle statistique. C'est tout simplement une famille de lois de probabilité avec un paramètre θ qui vit dans un grand espace de paramètres grand θ. Donc ici, c'est une famille de lois de Bernoulli, donc sur l'espace qui m'intéresse. Et bien sûr, quand il existe un D, ce qui sera toujours le cas dans ce cours, un entier naturel strictement positif tel que grand θ est inclus dans RD, on dit que le modèle est paramétrique. Donc dire que le modèle est paramétrique, ça signifie simplement que j'ai un brave paramètre qui vit dans un espace de dimension finie. Donc c'était évidemment le cas ici, où grand θ vaut 0,1, et donc le modèle est paramétrique. Donc la statistique dite paramétrique s'oppose évidemment à la statistique non paramétrique, où cette fois-ci, l'espace des paramètres peut être extrêmement gros, et donc ça modélise d'autres types de phénomènes, des phénomènes typiquement fonctionnels. Je n'en parlerai pas ici. Donc à partir de là, qu'est-ce que c'est qu'un modèle, ou le modèle ID? C'est très facile. Un modèle statistique, c'est un échantillon, plus exactement. Donc ce qu'on appelle un échantillon, c'est tout simplement les n variables aléatoires IID x1, xn. Donc c'est la donnée de n variables aléatoires x1,
xn, iid, donc indépendante et identiquement distribuée, à valeur dans H, donc dans R ou dans ce cas précis dans 0,1. Et c'est ça qui est très important, dans la loi commune. Pourquoi la loi commune? Parce qu'elles sont identiquement distribuées, appartient à la famille du modèle Pθ. Alors vous voyez que là, cette définition est extrêmement riche. Qu'est-ce qu'elle signifie? Il faut bien la comprendre. D'abord peut-être un mot. Un mot sur les variables aléatoires. Donc ce que j'ai dans la tête quand je parle ici d'une variable aléatoire, c'est tout simplement une variable, donc x1, je l'appelle x1 parce qu'elles ont toutes la même loi, donc je prends la première, donc qui démarre d'un espace probabilisé oméga à rang de p, dont je me fiche d'une certaine manière, je ne le construis pas, je ne m'y intéresse pas, je regarde simplement le fait qu'il arrive dans H, BH. Donc c'est ça qui m'intéresse, ça c'est l'espace des réalisations du phénomène aléatoire. Et ce que je sais, donc c'est que mes variables aléatoires, donc xi ou x1, c'est la même chose, elles sont à valeur dans HBH et elles ont toutes la même loi puisque j'ai un échantillon identiquement distribué. Et ce que je sais, c'est la seule information qu'on me donne, c'est que la loi commune vit dans cette famille-là. Donc ça c'est fondamental. Alors qu'est-ce que c'est que la loi commune? Juste pour se rappeler, la loi commune, c'est une loi qui vit sur H, B de H. Elle est définie tout simplement par Pθ, donc d'un borélien en grand A, c'est la probabilité. Donc double barre, c'est la probabilité mère sur l'espace qui a généré le mécanisme. C'est tout simplement la probabilité que x1 ou xi tombe dans A. Donc c'est ça la loi de ma variable aléatoire. Donc la loi de la variable aléatoire simple barre, la loi mère que je ne connais pas sur l'espace probabilisé, double barre. Donc ça c'est une loi sur HBH. Et ce que je sais, en fait, c'est la seule information que me donne cette définition, c'est qu'il existe un θ0 appartenant à grand θ, qui est inconnu du statisticien, tel que la loi commune de ces xi soit précisément de loi Pθ0 avec un θ0 qui est inconnu. Et tout le problème va être de donner de l'information sur ce paramètre θ0 qui est inconnu. Donc c'est ce que j'écris ici. L'ensemble grand θ est connu. Alors si on revient sur l'exemple du modèle de Bernoulli, ben oui, l'ensemble grand θ c'est 0,1, il est connu. Mais le vrai paramètre grand θ, donc celui qui a servi à générer les observations, donc c'est celui qui a permis de me donner ces réalisations petit x1, petit xn, est lui, en revanche, inconnu. Et la règle du jeu, le but du jeu, va être d'essayer d'obtenir de l'information sur ce paramètre inconnu qui a généré les observations. Donc c'est ce que j'écris ici. La démarche statistique consiste précisément à donner de l'information sur ce paramètre. Donc on parle d'inférence. Et donc l'hypothèse fondamentale, c'est qu'il existe un θ0 dans grand θ, tel que la loi des xi, ça soit Pθ0. Voilà. Donc ça, c'est le modèle statistique d'échantillonnage habituel. Donc maintenant, il faut se poser la question de trouver des techniques pour estimer ce paramètre θ0 pour essayer d'approcher sa valeur. Alors notez ici que je suis très loin des problèmes d'urnes, de lois géométriques, de lois hypergéométriques, etc. Je m'en préoccupe absolument pas. En fait, les gens ont tendance à tort à croire que la statistique se résume à ça, mais pas du tout. J'ai évacué complètement ces problèmes-là. C'est-à-dire que je ne m'interroge pas à la construction de ma loi de Bernoulli. Évidemment, dans la pratique, quand vous sondez une population, vous avez un tirage qui va être hypergéométrique, évidemment, mais si vous enlevez un Français sur les 55 millions, ça ne fait pas bouger la loi. On évacue complètement ces problèmes-là. C'est-à-dire on ne s'interroge pas sur la construction de la loi, etc. On suppose simplement qu'on a un modèle qui est une loi binomiale, un point, et on travaille à partir de là. Donc à partir de cette définition, il faut essayer de donner de l'information sur le paramètre qui a généré les observations. Pour ça, le bon outil, c'est un estimateur. Donc qu'est-ce que c'est qu'un estimateur? Donc c'est la troisième définition. Un estimateur θ chapeau,
Donc en statistique, tout ce qui a chapeau, ça veut dire que c'est un estimateur, c'est construit sur l'échantillon, donc c'est une notation désignée. Alors parfois, on met encore plus de décoration, on met un petit n en dessous pour montrer que c'est basé sur un échantillon de taille n. Bon, comme ça devient rapidement pénible, on laisse le chapeau tout seul. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une fonction mesurable. Vous voyez, je dis mesurable vraiment pour faire les choses rigoureuses, mais encore une fois, c'est pour la beauté du geste, mesurable de grand X1, grand Xn. Voilà ce que c'est qu'un estimateur. Un estimateur, c'est tout simplement une quantité mesurable, ça veut dire pas trop dégueu, de grand X1, grand Xn, qui est censé me fournir de l'information sur le paramètre θ0. Le problème, évidemment, c'est que si on dit ça, très rapidement, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Pourquoi? Parce qu'au fond, si je prends θ chapeau égale 1,5, oui, 1,5 c'est une constante, c'est bien une fonction de l'échantillon, donc c'est un estimateur, oui, pas de problème. Un quart aussi, log de x1 xn, log de x1 plus xn aussi. Donc on voit très vite qu'il faut mettre une couche supplémentaire pour qualifier le degré de crédibilité, d'une certaine manière, d'un estimateur, pour essayer de donner des bonnes propriétés de l'estimateur. Donc, ça va de pair, évidemment, avec fabriquer ou trouver des bonnes techniques d'estimation. Parce qu'au fond, je n'ai pas dit, pour l'instant, comment on faisait pour fabriquer un estimateur. Donc, je ne vais pas, par manque de temps, donner de manière exhaustive toutes les solutions pour fabriquer des estimateurs. Il faut simplement savoir pour la culture qu'il y a deux grandes catégories de méthodes, ou deux grandes méthodes pour fabriquer des estimateurs. La première, c'est la méthode des moments. Alors la méthode des moments, on verra essentiellement comment ça fonctionne par l'exemple, mais c'est très facile. La méthode des moments, ça consiste simplement à exprimer le paramètre qui m'intéresse, θ, comme un moment de la variable aléatoire, d'une variable aléatoire. Quand je dis de la variable aléatoire, c'est de x1, mais ça peut être n'importe laquelle, encore une fois, parce qu'elles ont la même loi. Par exemple, en disant que θ, c'est l'espérance de la variable aléatoire. C'est le moment d'ordre 3, donc l'espérance de x cube, c'est la variance, etc. À partir de là, l'idée de la méthode des moments va tout simplement consister à remplacer le moment théorique par son équivalent empirique basé sur l'échantillon. Et la jonction, on verra un exemple, va se faire bien sûr par la loi des grands nombres et par le théorème central limite. La loi des grands nombres et le théorème central limite sont les outils qui permettent de faire la jonction, évidemment, entre les probabilités et les statistiques. Ce sont les outils fondamentaux sur lesquels sont basées les statistiques. Et la deuxième grande méthode, c'est la méthode dite du maximum de vraisemblance, qui elle est plus subtile, mais très puissante. J'en parlerai très brièvement dans les exemples tout à l'heure, je ne peux pas faire de théorie générale, mais la méthode du maximum de vraisemblance, elle est très intéressante parce que notre esprit, notre cerveau fait du maximum de vraisemblance à peu près toute la journée pour prendre des décisions. En fait, le maximum de vraisemblance consiste, c'est une méthode d'optimisation qui consiste à prendre pour paramètre, le paramètre qui maximise la probabilité de voir ce que vous avez vu. Le paramètre qui maximise la probabilité de voir ce que vous avez vu. C'est-à-dire, vous avez des observations, vous allez choisir comme paramètre celui qui vous dit, voilà, la probabilité que tu aies vu ces chiffres petit x1 jusqu'à petit xn, elle est maximale si θ vaut telle valeur. Bon, on va dire très bien, c'est celui-là qu'on va choisir comme estimateur. Donc c'est une méthode très intéressante, qui a des propriétés aussi fort agréables. Bon, malheureusement, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on verra au cours des exemples quels estimateurs relèvent de quelle méthode. Alors, à partir de là, quelle que soit la technique employée qui nous permette d'obtenir des estimateurs, on se pose la question de savoir quelle garantie on peut avoir sur ces estimateurs. Donc, ici encore, on a besoin d'une définition. On dira d'un estimateur θ chapeau, donc construit sur l'échantillon, une observation, sans jeu de mots, c'est θ chapeau est aléatoire. θ chapeau, c'est une fonction de grand x1, grand xn, donc c'est un objet aléatoire. Une statistique, en fait, c'est la définition d'une statistique, c'est un estimateur, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est une fonction mesurable de l'échantillon. Et donc un estimateur est aléatoire. Donc on dira que cet estimateur, un estimateur est sans biais, si, pour tout état dans l'espace des paramètres, c'est-à-dire indépendamment du paramètre qui a généré la loi, cet estimateur, donc l'espérance sous θ de θ chapeau,
vaut θ. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que θ chapeau est aléatoire, il dépend de x1, xn. Ça, c'est l'espérance, donc la moyenne sous la loi de x1, xn. Donc, pour parler en termes de maths, c'est la loi tensorisée de une variable aléatoire, donc c'est pθ tensorisé n fois, donc c'est sa moyenne. Ben, si en moyenne, il vise correctement le véritable paramètre. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est très cohérent du point de vue mathématique. La moyenne de l'estimateur vaut θ. Donc c'est un estimateur sans biais. Un estimateur biaisé, évidemment, ça sera un estimateur qui, en moyenne, ne vise pas correctement. Donc ça, c'est quand même une propriété minimale qu'on peut demander pour un estimateur. Néanmoins, ça ne me dit rien, bien sûr, sur sa précision à n fixée. C'est pour ça que, tout de suite, on précise d'une certaine manière la définition en disant qu'un estimateur sera convergent si θ chapeau n s'approche de θ en proba, et ceci quel que soit θ dans grand θ. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mon échantillon s'accroît, donc si je suis suffisamment riche pour avoir plus d'informations, pour collecter davantage de données, donc c'est bien de ça dont il s'agit, eh bien, asymptotiquement, l'estimateur va s'approcher de sa cible θ. Alors, on demande qu'il s'approche en probabilité. La convergence en proba, c'est la convergence usuelle qu'utilisent les statisticiens. Ça veut dire que son comportement, c'est un truc qui va bien aux statisticiens, quoi, parce que y a un certain flou qui est créé par la probabilité qui plaît à la discipline. En très gros, ça veut dire que ben voilà, en proba, le vrai paramètre n'est pas trop loin, le θ chapeau, l'estimateur, n'est pas trop loin de la cible. Ça, les statisticiens comprennent ce genre de choses. Et donc, c'est une convergence très utilisée, dont l'intuition est relativement claire. Néanmoins, c'est un critère, bien sûr, asymptotique. On demande que l'estimateur soit bon sur un régime asymptotique. Alors, on peut regarder quelques exemples pour illustrer tout ça, et pour ne pas rester dans l'abstrait. Donc, reprenons le cas du sondage. Alors, dans le cas du sondage, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai ma suite, enfin, mes variables aléatoires grand x1, grand xn, qui sont IID. Donc ça, c'est le modèle, c'est mon hypothèse. Elles sont IID de loi de Bernoulli, donc comment j'ai noté ça? Baire ou B? Baire ou... Ah oui, bon, B ou Baire, c'est pareil. C'est Bernoulli θ, avec θ donc, dans 0,1 ouvert. Et donc, l'estimateur, évidemment, le plus naturel de θ, ben, c'est naturellement, c'est évidemment la moyenne empirique. Donc θ chapeau n, θ chapeau ou θ chapeau n, c'est x bar n c'est la moyenne empirique des observations. Alors, il faut toujours se méfier en maths quand on dit quelque chose de naturel et toujours s'interroger sur d'où ça vient, le mot naturel. En fait, ici, il est naturel parce qu'il provient aussi bien de la méthode des moments que du maximum de vraisemblance. Peut-être juste un mot pour la méthode des moments. Pourquoi? Parce que θ, bien sûr, c'est l'espérance de x1, c'est une loi de Bernoulli. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace le moment théorique, l'espérance, par le moment empirique équivalent, donc contre la mesure empirique, qui est ceci. On trouve en fait que par le maximum de vraisemblance dont je n'ai pas le temps de parler, c'est aussi exactement la même chose. Donc c'est vraiment un estimateur qui provient de ces méthodes des moments, on ne peut pas faire mieux que ça. Maintenant, on peut voir si cet estimateur, donc une fois qu'on l'a, répond aux critères à la fois de biais et de convergence. Alors, ici, les choses sont relativement simples. La réponse est évidemment oui. Est-il sans biais? Ben oui. Pourquoi? Parce que l'espérance de θ chapeau donc l'espérance sous θ de θ chapeau, donc par définition, c'est l'espérance sous θ de x bar n, de la moyenne empirique, et donc par additivité de la moyenne, c'est l'espérance de 1 sur n somme des espérances de xi. Chaque xi suit une loi de Bernoulli, donc une loi de Bernoulli a pour moyenne θ, donc ça vaut θ. Donc il est sans biais au sens de ma définition. Notez ici cette formule.
qui est assez fascinante en fait, parce que vous avez la moyenne d'une moyenne qui est égale à la moyenne. Vous pouvez ressentir des grands moments de solitude pour expliquer ça face à des étudiants d'AES ou d'économie, quoi. C'est compliqué, enseigner les stats, c'est pas toujours quelque chose de simple, hein. La moyenne d'une moyenne, c'est la moyenne, mais vous avez 3 niveaux ici de moyenne, hein, et c'est profond finalement ça. Vous avez ici une moyenne probabiliste, hein. Ici vous avez une moyenne statistique, hein, et là vous avez la moyenne du grand créateur, quoi, d'une certaine manière. Le paramètre inconnu, celui que vous cherchez à appliquer, à estimer. Donc peut-être que toutes les stats finalement sont résumées dans cette formule. Alors, bon, voilà un exemple. Est-il convergent? Oui, bien sûr, c'est la loi des grands nombres. Donc, θ chapeau, hein, x bar n, bah, il tend en proba vers θ. Donc ça, c'est la loi faible des grands nombres. Pas de problème avec ça. On sait que si la taille de l'échantillon s'accroît, ben, la moyenne empirique s'approche de la vraie moyenne. On peut le vérifier très facilement avec un programme informatique pour illustrer le cours de stats. Donc, pas de difficulté. On voit hein, ici l'importance de l'outil probabiliste et l'importance, bien sûr, de la loi des grands nombres, sans qui rien ne serait justifié en statistique. Hein. Alors, d'autres exemples. Alors, peut-être ici, on est dans le cas de variables aléatoires discrètes, mais bien sûr, tout fonctionne aussi dans le cas de variables aléatoires continues. Alors, un collègue tout à l'heure me disait qu'elles ne sont pas au programme, qu'elles ne figurent pas dans les nouveaux programmes des classes prépa. Bon, mais néanmoins, il me semble quand même important d'en parler. Prenons par exemple le cas de n variables aléatoires, x1, xn, IID de loi normale, mu sigma 2. Donc, une loi normale hein, de moyenne mu sigma 2, c'est une variable aléatoire sur R, hein, à densité, donc la densité elle ressemble à ça, c'est une cloche. Donc elle est centrée en mu, et sigma 2 c'est sa variance, donc plus sigma est grand, plus elle est plate, et plus sigma est petit, plus elle est pointue au voisinage du mode. Donc la densité, vous la connaissez, c'est 1 sur racine de 2pi sigma 2, exponentielle moins x moins mu au carré sur 2 sigma 2, donc c'est la gaussienne. Et on peut s'interroger sur l'estimation de mu et sur l'estimation de sigma 2. Donc vous avez des observations, vous vous posez la question, donc vous faites le pari, il y a le modèle, hein, vous dit qu'elles sont générées suivant des gaussiennes, comment estimer mu et sigma 2. Donc bien sûr, en allant peut-être un peu plus vite, on peut estimer donc, le couple mu sigma 2, encore une fois par leur équivalent empirique, hein, par x bar n pour la moyenne, et pour sigma 2 c'est la variance, et bien sûr on va naturellement l'estimer par la variance empirique, hein, qu'on va noter Sn carré, ou Sn carré, c'est la variance empirique, hein, c'est-à-dire un sur n somme des xi moins x bar n au carré. Et donc vous voyez que le va-et-vient théorique empirique hein, se fait très naturellement. Ici j'ai la moyenne, la véritable moyenne hein, que j'estime par la moyenne empirique. Ici j'ai la véritable variance que j'estime par la variance empirique. Hein, donc ça c'est la variance qu'on voit partout, hein, dans les jurys de concours, etc. Donc, vous voyez, les rapports de concours, au fond, c'est bien, c'est des bons manuels pour faire des stats descriptives, hein, parce qu'on a tous les outils, on a les moyennes empiriques, les variances empiriques, les quantiles empiriques, hein, donc ce sont ces quantités-là. Voilà, et donc, elles reflètent hein, des quantités théoriques qu'on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette variance empirique hein, ben, qu'elle est biaisée. Elle est biaisée, pourquoi? Parce qu'on peut montrer que l'espérance de Sn carré, c'est n sur n-1 sigma 2, ça c'est un exercice qui n'est pas très difficile. Donc elle est biaisée, et pour la débiaiser, en fait, hein, on va simplement diviser, non pas par n, mais par n-1, donc c'est un cousin de la variance empirique, hein, qu'on note souvent S étoile n au carré, donc qui est 1 sur n-1, somme des xi moins x bar n au carré. Donc celle-là, elle est sans biais. Elle est sans biais, donc tout simplement par la division par 1 sur n-1. Ça explique pourquoi sur vos calculatrices, hein, il y a souvent deux touches. Hein. Il y a une touche variance standard et variance corrigée. Les anglo-saxons en fait utilisent de manière
par défaut, utilise cette variance-là, contrairement à l'école française où on divise par n. Mais ça n'est pas une erreur. Hein. Dans les livres, quand il y a n-1, ce n'est pas une erreur. Un jour, un étudiant est venu me voir en me disant qu'il a fallu que je corrige tout le livre, ils se sont trompés. Ils ont divisé par n-1. Ce n'est pas une blague. Hein. Donc ce n'est pas une erreur, c'est simplement un problème de biais. Et bien sûr, la variance est convergente aussi. Là, c'est une application presque immédiate de la loi des grands nombres qui nous dit que lorsque la taille de l'échantillon s'accroît, eh bien, la variance empirique s'approche de la variance théorique, etc., etc. Donc vous avez d'autres exemples dans le cahier. On peut les multiplier à l'infini, bien sûr, on peut les visualiser à l'ordinateur, etc. Vous avez ici, pour parler peut-être métier, vous avez ici des illustrations pour les leçons, pour les TIPE, vous avez des illustrations à l'infini, bien sûr, de la loi des grands nombres avec l'estimation statistique. Aussi, notez que je vais pratiquement faire toute la leçon avec la loi Bernoulli, la loi binomiale, et c'est une leçon d'agrègue dans le tirage analyse. Donc on peut faire toute la statistique, raconter toute la statistique uniquement avec la loi de Bernoulli, c'est une leçon absolument très riche et extraordinaire pour l'agrègue. Voilà. Alors peut-être encore un mot pour préciser les choses, bien sûr. On peut rapidement se poser la question de savoir, oui, ok, ça converge très bien, c'est un estimateur, mais il faut bien voir que derrière tout ça, il y a des considérations pratiques. Pourquoi? Une donnée, c'est très cher. Donc au tableau, c'est pas cher. Au tableau, la donnée, c'est remplacer n par n-1, un coup de chiffon et c'est fini. Dans l'industrie, une donnée, c'est quelque chose qui peut coûter extrêmement cher. Une donnée, si vous êtes dans le pétrole, c'est un carottage en mer du Nord, c'est plusieurs millions d'euros. Quand vous sondez quelqu'un, c'est un sondage supplémentaire, ça veut dire qu'un enquêteur va sonner chez une personne supplémentaire pour avoir une donnée supplémentaire. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc, évidemment, la convergence seule ne suffit pas. On va préférer des estimateurs qui convergent vite vers la cible, plutôt que des estimateurs qui convergent doucement vers leur cible. Et donc tout ça, c'est la notion de vitesse d'un estimateur, dont je vous donne l'expression exacte en 2,5. Donc en très gros, donc, je ne vais pas recopier le texte, mais on dira que l'estimateur θ chapeau n tend vers θ à la vitesse Vn, si Vn, facteur de θ chapeau moins θ, tend, alors en loi, vers une loi non dégénérée L de θ. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut simplement dire que si vous regardez la différence θ chapeau moins θ, si l'estimateur est convergent, ce truc-là s'approche de 0, il vous faut une loupe, lorsque n grand, n croît, pour voir toujours les mêmes fluctuations au niveau macroscopique. Alors, le coefficient multiplicatif de cette loupe, c'est Vn. Et donc, tout ça, en loi, a une fluctuation qui ressemble à une loi Lθ. Donc, L, c'est la loi limite qui dépend du vrai paramètre θ. Et ça, évidemment, alors ça fait appel à une convergence qui est la convergence en loi. Bon, de deux choses une. Vous savez ce qu'est une convergence en loi, tout va bien, ou vous ne savez pas, mais il ne faut surtout pas s'angoisser avec ça. Un statisticien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rapidement effacer la flèche, et il va faire ça. Voilà. Donc ça veut dire que, en très gros, lorsque n est assez grand, eh bien, la loi de Vn facteur de θ chapeau moins θ ressemble à une loi Lθ. Et donc on peut faire, en fait, comme si, la deuxième étape c'est ça, on peut faire comme si cette loi-là, comme si Vn θ chapeau moins θ avait la loi Lθ. Donc c'est ça que vont faire les statisticiens qui font à tour de bras. Néanmoins, il faut quand même penser que derrière, il y a en fait une convergence en loi. Et donc ça c'est très instructif, évidemment, parce que ça me donne le taux de convergence de θ chapeau moins θ. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le taux, c'est de l'argent pour nos amis industriels. Alors, bien souvent, en fait, la loi limite ici est une loi normale, et on dit dans ces cas-là que l'estimateur est asymptotiquement normal. Et comme vous vous en doutez, l'outil essentiel pour avoir des vitesses de convergence dans les estimateurs, eh bien, c'est le théorème central limite. Donc, autant la loi des grands nombres joue un rôle fondamental pour la convergence des estimateurs, autant le théorème central limite joue un rôle fondamental pour avoir des vitesses sur les estimateurs. Donc, ce sont, comme je vous le disais tout à l'heure, les deux outils essentiels pour les statisticiens. Alors, pour prouver ce que j'avance, on va reprendre notre exemple du sondage.
Je dis sondage, mais ça peut être les pièces de monnaie. Raphaël vous a fait un cours sur la pièce de monnaie hier, c'est exactement la même chose. Hein. Donc prenons x1, xn, toujours IID, Bernoulli θ. Alors θ dans 0,1. Bon, là, ici, vous avez une discussion quasi infinie avec les élèves, et pourquoi vous prenez ouvert, θ peut être égal à 1, etc. Bon, voilà. Évidemment, dans la vraie vie, θ n'est ni égal à 0, ni égal à 1, sauf peut-être dans certaines dictatures. Enfin, ce n'est pas le cas chez nous, donc on va garder 0,1 ouvert et pas s'embêter, comme ça tous les dénominateurs sont positifs. Donc je sais que x bar n, donc θ chapeau, hein, celui-ci est convergent, ça c'était la loi des grands nombres, on l'a vu. Maintenant, est-ce que je peux dire quelque chose sur sa vitesse? Ben oui, c'est évidemment le théorème central limite hein, qui me dit que racine de n, θ chapeau moins θ, tend en loi, vers une loi normale de moyenne 0. Alors de quelle variance? Ben, on a ici des lois de Bernoulli, donc la variance d'une Bernoulli, c'est θ facteur de 1 moins θ. Voilà. Et donc j'ai ici la vitesse de convergence de mon estimateur. Donc ça veut dire, hein, c'est comme ça qu'il faut l'expliquer aux élèves, hein, que si vous regardez la différence θ chapeau moins θ, bien sûr, lorsque n croît, elle tend vers 0, mais si vous multipliez les différences par racine de n, c'est très facile de faire ça avec Excel ou avec n'importe quel logiciel, eh bien vous allez voir des fluctuations gaussiennes qui vont se répartir. La différence va suivre une fluctuation gaussienne de moyenne 0 et de variance θ 1 moins θ. Alors, peut-être deux petites choses que je n'ai pas dites. La première, c'est que quand vous construisez un estimateur, c'est clair sur les exemples que j'ai donnés, mais enfin ça peut parfois poser des problèmes, l'estimateur ne doit pas dépendre du paramètre que vous cherchez à estimer. Il est évident que si vous cherchez à estimer un paramètre et que vous dites, voilà, j'ai un estimateur, mais dans cet estimateur, il y a déjà le paramètre, enfin, c'est un truc à la Gaston Lagaffe, ça ne peut pas marcher, quoi. Donc ça, c'est la première règle. Alors là, évidemment, vous avez des élèves qui vont tout de suite vous attaquer en vous disant, mais ça veut dire quoi ne pas dépendre d'un paramètre? Vous dites, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas le paramètre dans l'expression. Et l'élève va vous répondre, oui, mais il suffit de mettre plus 0 fois le paramètre, il est dedans, quoi. Chaque année, j'ai ça. Hein. Donc, évidemment, c'est une discussion qu'il faut rapidement clore, hein, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc, ça veut dire simplement, en termes clairs, qu'il n'y a pas de paramètre θ dans l'expression. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un point pratique. Hein. Quand vous avez un estimateur, qui est une variable aléatoire, ce que vous allez donner comme chiffre, bien sûr, c'est la réalisation de cet estimateur. C'est-à-dire, vous, l'estimateur, par exemple ici, c'est 1 sur n, somme des xi. Le chiffre que vous allez donner, donc qui est le chiffre des soirées télévisées, c'est 1 sur n, somme des petits xi. Ça, c'est le nombre qu'on vous donne à la télé. En ce soir d'élection, vous avez 51% des gens qui ont voté pour A ou B. D'accord? Donc c'est une réalisation. Enfin, dans le cas d'un sondage, qui sont prêts à voter pardon, pour A ou pour B. Donc à aucun moment, cette partie-là n'est révélée au grand public. Parce que le grand public voit ça. Il voit la réalisation. Alors, d'autres exemples. Bon, je vous donne un exemple de loi de Poisson. Bon, voilà, c'est pareil. Là, vous avez des illustrations du TCL à l'infini. Peut-être un cas intéressant, c'est le modèle uniforme. Dans le modèle uniforme, vous avez n variables aléatoires, x1, xn, qui sont IID, toujours, de loi uniforme sur 0 θ. D'accord? Donc elles tombent au hasard entre 0 et θ. Et voilà, comme ça. Et le statisticien, lui, la question qui se pose, mais qui est θ? Alors ça, ce n'est pas une question qui se pose pour le plaisir de se poser, quoi. Les applications concrètes, elles sont innombrables. Hein. Vous observez des crues, et jusqu'où l'eau peut-elle monter? Donc vous avez n observations qui sont des crues régulières d'une rivière, et donc jusqu'où, quelle est la borne maximale que l'eau peut atteindre. En fonction de ça, vous dimensionnez le barrage, etc. Donc se poser la question de l'estimation de la borne droite d'une loi uniforme est une question évidemment capitale pour de nombreux secteurs d'activité. Alors on peut utiliser les principes au fond qu'on a un peu esquissés pour estimer θ. Alors pour ça, on peut se dire, ben oui, la méthode des moments, voilà,
Alors comment on ferait avec la méthode des moments? En y allant un peu à l'intuition, l'espérance de x1 c'est quoi? Dans l'espérance de 1, hein, de x1 ou de xn, hein, c'est quoi pour une loi uniforme? C'est θ sur 2. Donc l'estimateur naturel de la méthode des moments, θ chapeau, ici ça sera 2 fois la moyenne empirique. Ouais. Voilà un estimateur obtenu par la méthode des moments. Donc vous voyez le jeu, hein, moment théorique, moment empirique. Hein, ça c'est voilà, illustré, mais presque tout est dit, la méthode des moments. Donc ça c'est un estimateur qui est sans biais, bien sûr. L'espérance sous θ de θ chapeau, ben, c'est 2 fois l'espérance de x bar n, c'est 2 fois θ sur 2. Donc c'est θ, il est sans biais et il est convergent, toujours en vertu de la loi des grands nombres, aucun problème. Il est même convergent à vitesse racine de n, c'est le théorème central limite. Ok, mais on voit quand même que cet estimateur-là, bon, c'est pas nécessairement le plus intuitif. Le plus intuitif, celui que votre esprit va donner probablement en priorité. Alors bon, finissons quand même peut-être avec celui-là. On a que θ chapeau tend vers θ en proba et plus vitesse racine de n. Hein. Ça c'est TCL, pas de problème. Néanmoins, encore une fois, c'est pas l'estimateur le plus naturel. Votre esprit ne va jamais donner celui-là en premier. Si vous interrogez des petits-enfants ne vous diront jamais, n'estimeront jamais le support droit par 2 fois la moyenne empirique. Hein. Qu'est-ce qui va vous donner un enfant, ou vous, hein, ou nous? Quel est l'estimateur le plus naturel? C'est? Pardon, c'est là? Donc les données sont là. Hein. Qui vous prenez comme estimateur de θ? Le max, bien sûr. Et donc le max, c'est un second estimateur. Je vais l'appeler, je ne sais pas, bon, un autre estimateur, ben, c'est θ chapeau. Je le rappelle θ chapeau. Hein. Donc c'est θ chapeau, c'est le max, donc je note x avec n entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle la énième statistique d'ordre. Et donc il se trouve que lui, c'est l'estimateur donné par le maximum, le principe du maximum de vraisemblance. Ouais. Et donc quand je vous disais tout à l'heure que l'esprit humain fait du maximum de vraisemblance, vous en avez ici une illustration. Donc en fait, on peut l'écrire hein, mathématiquement, on prend la valeur qui a maximisé la probabilité de voir ce qui a été observé, donc c'est le record droit, c'est-à-dire c'est le plus grand. Donc lui, il est biaisé, c'est pas très difficile à voir, hein, c'est un estimateur qui est biaisé, mais qui a une bien meilleure propriété que son cousin de la méthode des moments. On peut monter, c'est un exercice de probabilité en fait, hein, c'est juste le maximum de n variables aléatoires. On peut montrer que n fois x bar n, xn. Ah, il y a une petite fois dans le poly, hein, c'est pas x bar n, entre parenthèses, c'est xn, hein, dans la loi limite. Hein. C'est xn moins θ, tend en loi vers une variable aléatoire z, hein, qui est l'opposé d'une loi exponentielle, mais peu importe. Mais surtout, ce qui est important, c'est ça. C'est qu'il converge à la vitesse n, alors que son cousin ne converge qu'à la vitesse racine de n. Donc ça, c'est un exercice de probabilité facile. Hein. C'est juste le comportement asymptotique d'un max de n variables aléatoires. Donc un statisticien préférera toujours un estimateur qui converge vite, mais biaisé, à un estimateur qui converge doucement, mais non biaisé. L'optimum étant bien sûr d'avoir un estimateur qui converge vite et qui soit sans biais. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Mais le critère essentiel, c'est celui de la vitesse. Voilà. Donc on peut multiplier les exemples à l'infini. Les deux concepts essentiels à retenir étant d'une part la convergence, d'autre part le biais, et cerise sur le gâteau, la vitesse, si vous avez un bon estimateur. Alors, ça résume en très gros ce qu'il faut savoir sur la convergence des estimateurs. Ou, même avant ça, ce qu'il faut savoir sur l'estimation ponctuelle. C'est-à-dire, j'ai un paramètre, je donne une valeur au paramètre via mon estimateur. Néanmoins, on comprend très vite quand on fait ça, qu'on est d'une certaine manière limité et qu'on n'utilise pas le caractère aléatoire des observations à plein régime. Je m'explique. Hein. Dans votre échantillon de taille, ici, là, on est 70, si je vous interroge sur vos préférences 0 ou 1 pour un sondage, bon, je vais avoir une estimation, donc par exemple 60% d'entre vous préféreront A à B, mais si tout d'un coup 10 collègues en retard se mettent à arriver,
que je réinterroge, autrement dit que je bouge la taille d'échantillon de 10, je vais avoir un résultat qui va fluctuer, qui peut même fluctuer significativement. Je peux passer, il suffit que ces 10 collègues aient des opinions différentes des vôtres, hein, de passer de 60% à 51%. Donc on voit qu'il y a une variabilité naturelle introduite par le modèle qui n'est pas prise en compte ou pas correctement prise en compte par l'estimation ponctuelle. Et en fait, ce qu'on préférerait, c'est dire quelque chose du genre, ben oui, voilà, en gros, le véritable paramètre, il est entre telle et telle valeur. C'est-à-dire le paramètre que je cherche à approcher, le succès de tel candidat à l'élection demain, ben, avec grande probabilité, il sera entre 48% et 51%. Voilà. Ou entre, alors évidemment, plus l'intervalle sera resserré, mieux c'est. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qu'on doit faire, ça s'appelle les intervalles de confiance, et ça n'est pas nécessairement plus compliqué, mais c'est beaucoup plus instructif. Donc c'est le deuxième grand volet de l'estimation ponctuelle, on va en parler tout de suite. Alors notez que l'histoire d'élection, on ne vous parle pas d'intervalle de confiance, on ne vous parle que d'estimation ponctuelle. Toute la soirée, on tient la soirée entière avec le chiffre, enfin, ou plus exactement, les soirs d'élection, on a des résultats exacts, mais les veilles d'élection, on tient avec des sondages, c'est-à-dire on tient avec X barène. À aucun moment, on parle de marge d'erreur, alors qu'on devrait. Vous savez qu'il y a des groupes qui militent pour que les citoyens soient informés des marges d'erreur. On va en reparler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un intervalle de confiance? Ben, c'est très simple. Un intervalle de confiance, au fond, le modèle est toujours le même, c'est le modèle d'échantillonnage, rien n'a changé. On se donne un alpha. Alors, alpha est entre 0 et 1, donc lui, vous le donnez. Donc, c'est un nombre qui est petit. Les nombres canoniques, c'est 1%, 2%, 5%. Dans l'industrie, c'est donné. Quand vous mettez un vaccin sur le marché, eh bien, vous devez fournir des intervalles de confiance. Il y a des fiches à remplir par les industriels de la pharmacie où on doit reporter l'intervalle de confiance à 1%, à 2%. Enfin, l'AFNOR sait faire ça très bien. Donc, c'est quelque chose qui est extérieur au statisticien. Le statisticien n'a pas le choix de alpha. Donc, vous devez penser alpha petit, 1%, 2%, 5%. Et donc, ce qu'on appelle intervalle de confiance, donc c'est la définition 3.1, c'est tout simplement, donc je suis ici avec un paramètre réel, mais bien sûr, tout ça se généralise dans RD à des zones de confiance, mais faisons les choses simples. Donc, un intervalle de confiance est un intervalle aléatoire UN-VN, basé sur les données X1, Xn, donc c'est un intervalle aléatoire, tel que tout simplement la probabilité que le vrai paramètre θ tombe dans UN-VN, eh bien ça, ce soit supérieur ou égal à 1 moins alpha. Donc, comment ça se lit? Ben, je cherche deux bornes aléatoires, telles que la probabilité que le véritable paramètre tombe entre ces deux bornes, elle soit plus grande que 1 moins alpha, c'est-à-dire plus grande, mettons, que 95%. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Notez qu'il y a quelque chose de très curieux qui perturbe beaucoup les élèves au début, c'est le fait qu'on n'a pas l'habitude d'écrire les choses dans cet ordre-là. Ici, vous avez une quantité déterministe qui appartient à un intervalle aléatoire. En proba, en général, on écrit des choses du genre la probabilité que quelque chose d'aléatoire tombe dans un intervalle déterministe est plus grande que. Ici, vous avez du déterministe qui tombe dans de l'aléatoire. Ce qui fait dire aux collègues qui ont un point de vue bayésien que l'esprit, naturellement, fait des stades bayésiennes. On peut discuter. Je vous rappelle que les stades bayésiennes consistent à dire, à mettre ce qu'on appelle un a priori, c'est-à-dire à mettre une loi sur les paramètres. Les bayésiens mettent une couche de modélisation supplémentaire en disant ben, le paramètre est lui-même aléatoire, et donc ça devient une variable aléatoire. La querelle bayésien-fréquentiste est bien éteinte aujourd'hui. Les deux disciplines vivent en parfaite harmonie et se complètent sans aucune difficulté. Bon, néanmoins, chez nous, tout est déterministe. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, une erreur très fréquente faite par les élèves, UNVN est aléatoire. Néanmoins, toujours pareil, dans la pratique, vous allez calculer les bornes de l'intervalle avec les données. Donc, vous allez avoir des réalisations de cet intervalle. Et donc, vous allez avoir, par exemple, je ne sais pas, 2,3 et 8,5. Et donc, ce que vont écrire vos élèves à la fin des copies, c'est toujours la probabilité, conclusion que θ appartienne à ça, elle est plus grande que 95%. Voilà.
Donc vos élèves en général concluront comme ça. Évidemment, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ça en mettant non. Voilà. Non. Ce qui est vrai, c'est que la réalisation de l'intervalle de confiance est 2,3, 8,5. Mais la probabilité que θ tombe là-dedans, ben c'est 0 ou c'est 1. Mais ce n'est pas 95%. D'accord? Donc ça reflète vraiment le fait que l'intervalle de confiance est aléatoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter? Ben oui, on va prendre par exemple, je regarde le temps file, on va prendre par exemple le cas 2, voilà. Puisque mon collègue tout à l'heure m'a dit que c'était essentiellement des stats, enfin des probas discrètes qui intervenaient dans les programmes. Donc regardons le cas toujours de Bernoulli, laissons le cas gaussien de côté, pour voir ce qu'on peut faire dans le cas Bernoulli. Alors paradoxalement, ce n'est pas le plus simple, parce que les lois discrètes, eh bien, bon, elles ne se manipulent pas aussi facilement du point de vue des quantiles, c'est-à-dire des probabilités supérieures ou égales que les lois continues, mais enfin, c'est pas grave. Prenons x1, xn, donc le sondage, ID, Bernoulli, θ. Alors, je cherche un intervalle de confiance pour θ. Comment faire? Bon. Je peux d'abord, vous avez ici une première illustration très simple de l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Parce que Bien-Aimé-Tchebychev va nous permettre tout de suite d'avoir un intervalle de confiance. Pourquoi? Parce que alors, Tchebychev. L'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev me dit que la probabilité que x bar n moins θ, donc notez que x bar n, c'est mon estimateur de tout à l'heure, donc il est toujours là, lui, soit plus grande que epsilon. Donc ça, c'est plus petit que θ facteur de 1 moins θ, divisé par n epsilon carré. Donc ça, c'est une application immédiate de Bien-Aimé-Tchebychev, puisque la variance de x bar n, c'est la variance d'une somme de variables aléatoires indépendantes de loi de Bernoulli, donc vous trouvez tout de suite θ moins θ sur n. Bon, du coup, il y a une façon très simple de faire, c'est de poser, on se dit, voilà, je pose ceci égale alpha, et je peux encadrer mon paramètre θ, et donc c'est ce qui est en dessous, je trouve du coup que la probabilité que θ appartienne à x bar n plus ou moins racine carrée de θ 1 moins θ divisé par n alpha, que ce truc-là soit supérieur à 1 moins alpha. Donc ça, c'est un passage immédiat de là à là. Et donc on se dit, voilà, j'ai gagné, j'ai un intervalle de confiance. La probabilité que mon vrai paramètre appartienne à la moyenne empirique, plus ou moins cette borne-là, est plus grande que 1 moins alpha. Ah oui, mais non, ça ne peut pas marcher, ça. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Parce que j'ai le vrai paramètre θ dans les bornes de l'intervalle. Donc ça, c'est inutile. D'accord? Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que je ne peux pas, en pratique, je ne peux pas l'utiliser. X bar n, je peux le calculer, n, je l'ai, alpha, je l'ai, mais ça, je ne l'ai pas. Donc, ça n'est pas un intervalle de confiance, il faut faire différemment. Et une manière de faire différemment, c'est de majorer, par exemple, ceci par 1 sur 4n epsilon carré. Puisque vous savez que θ moins θ entre 0 et 1 est majoré par 1 quart. Donc, si je majore ça par 1 sur 4n epsilon carré, là, ça marche. Et j'ai un premier intervalle de confiance qui fonctionne. Et qui me dit que la probabilité que θ appartienne à x bar n, donc la borne change bien sûr, plus ou moins 1 sur 2 racine de n alpha, est plus grande que 1 moins alpha. Et donc ça, c'est un intervalle de confiance valable. Ça, c'est OK. Et donc vous voyez que j'ai exactement ce que je veux. J'ai x bar n moins 1 sur 2 racine de n alpha pour la borne gauche, et x bar n plus 1 sur 2 racine de n alpha pour la borne droite. Alors, on peut regarder pour des valeurs particulières. Par exemple, si je prends 1 moins alpha égale à 0,95, donc c'est-à-dire un intervalle de confiance de niveau 95%, eh bien j'obtiens que la borne est inférieure ou égale à 2,24 sur racine de n. On en parlera tout à l'heure. Donc 2,24 sur racine de n, c'est ça, c'est 1 sur 2 racine de n alpha. Donc la précision que j'obtiens autour de x bar n, elle est en 1 sur racine de n, et c'est 2,24 sur racine de n. Donc il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous le répétiez plein de fois, vous pouvez faire ça à vos élèves, avec une probabilité qui va être plus grande que 95%, vous allez tomber chaque fois entre les deux bornes qui sont là.
Voilà. Donc le chiffre des élections, c'est lui. Les sondages, c'est lui. Et lui, c'est celui qu'on ne vous donne pas. On en parlera tout à l'heure. On peut faire mieux que ça. Alors, on peut faire mieux que ça en commençant par utiliser peut-être une inégalité moins frustre que cette inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. L'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, bon, on la critique beaucoup parce qu'on dit oui, bon, elle est mauvaise, elle est trop lâche, etc. Dont acte, mais elle a ceci de particulier qu'elle est universelle, au sens où, pour qu'elle marche, il suffit que les variables aléatoires aient un moment d'ordre 2. Mais on ne demande rien d'autre, on ne demande pas qu'elle soit bornée, etc. En fait, si vos variables aléatoires ont des caractéristiques supplémentaires, et Dieu sait que la loi de Bernoulli a des caractéristiques particulières, son support est entre 0 et 1, par exemple, on peut faire beaucoup plus fin que l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. On peut utiliser ce qu'on appelle des inégalités de concentration. Donc, je ne sais pas si Raphaël vous en a parlé hier, ou j'ai vu qu'il y avait concentration au tableau, donc vous avez dû avoir une ouverture là-dessus. Donc, par exemple, la bonne inégalité qui marche bien dans ce contexte-là, c'est l'inégalité de Höfding, qui me donne une concentration exponentielle. Donc, vous avez ici une illustration de l'inégalité de Höfding, qui va vous dire que la probabilité, donc on démarre toujours pareil, que x bar n moins θ soit plus grande que epsilon. Alors, Bien-Aimé-Tchebychev me disait que c'était en 1 sur 4n epsilon carré. Mais en fait, on peut faire beaucoup mieux que ça. On a une concentration qui est exponentielle. En fait, ça, c'est plus petit que exponentielle moins 2n epsilon carré. Hein, donc ça, c'est... Oui. Ah non, non, elle est valable pour des variables aléatoires qui ne sont pas nécessairement de même loi, qui sont indépendantes, pas nécessairement de même loi, et telles que chaque xi, d'accord, x1 xn, appartiennent à AI, BI. Donc de support borné. Oups. De support borné, il faut que on demande que les variables aient un support compact. Et donc, ce qui est le cas, bien sûr, pour la loi de Bernoulli, puisque AI vaut 0 et BI vaut 1. D'accord? Donc, elle est plus puissante, infiniment plus puissante que Bien-Aimé-Tchebychev, au prix d'hypothèses supplémentaires. Elle n'est pas difficile à démontrer. Et c'est une inégalité de concentration qui est très prisée des statisticiens. Alors, on peut l'utiliser, toujours avec le même mécanisme, en posant ceci égal alpha. Notez la beauté de cette inégalité. La bande droite est universelle. Il n'y a pas de θ dans la bande droite. Ouais. Donc si on pose ça égal alpha, eh bien on a tout de suite que la probabilité que θ appartienne à x bar n plus ou moins racine de log de 2 sur alpha sur 2n, tout ça est plus grand que 1 moins alpha. Donc ça, c'est le passage de là à là. Et on obtient, en prenant 95%, pour comparer, hein, on obtient 1,36 sur racine de n. Donc vous voyez qu'on gagne. On gagne évidemment sur la borne, c'est normal. Hein. On gagne un facteur de 1,36. C'est un exemple à 95%. Enfin, troisième possibilité, toujours dans le cadre des lois discrètes, eh bien, c'est l'approche asymptotique. C'est-à-dire d'utiliser le fait que, asymptotiquement, la loi de Bernoulli va ressembler à une loi normale. On a déjà vu ça. Donc ça, c'est le TCL. Donc, c'est la troisième possibilité. Et c'est la meilleure, en fait. Hein. C'est la meilleure parce que celle-là n'utilisera aucune majoration. Elle va supposer qu'on est en régime infini, donc on a le comportement exact limite. Donc évidemment, on s'attend à ce que les bornes soient les plus resserrées possibles dans ces cas-là. Donc le TCL nous raconte que racine de n, x bar n moins θ, on a vu, c'est divisé par racine de θ moins θ. Ce truc-là tend en loi vers une loi normale n01. Oui, donc ça on l'a vu, c'est le TCL de Laplace. Hein. C'est le premier TCL qui a été établi, donc c'est le plus simple. Bon, alors, je vous ai dit qu'un statisticien, rapidement, son œil va occulter ceci, et un statisticien va voir ça. Alors, vous avez des livres de biologie, hein, qui utilisent beaucoup les stats, où on vous dit cette formule est valable à partir de n égale à 20.
Ça, c'est pas... Évidemment, il faut faire très très attention à ces choses-là. Hein. Ce que je dis n'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague, et certains de nos collègues médecins qui sont très friands de stats, on donne beaucoup de cours de stats en médecine, enfin les médecins de plus en plus s'intéressent à ces problèmes-là, croient encore ce genre de choses. Ouais. Alors pour ceux que ça intéresse, en fait, on peut quantifier la convergence en loi de Saversa, elle se fait à racine de n, c'est le théorème dit de Berry-Essen, hein, qui montre que cette loi s'approche de celle-là à vitesse racine de n. Donc le bon taux d'approximation, c'est racine de n. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dans la mesure où je fais ça, du coup, la loi normale n01, elle est gentille, elle. C'est une loi qui est continue. Si je veux que ce truc-là, ça ici, c'est indépendant complètement du paramètre, regardez, je mets 2,5% de la masse ici et 2,5% de la masse ici. J'appelle cette quantité, là c'est 0, j'appelle cette quantité... où je mets alpha sur 2, mettons, voilà, alpha sur 2 et alpha sur 2. J'appelle cette quantité Z1 moins alpha sur 2. Celle-là, c'est moins Z par symétrie à moins alpha sur 2. Et j'ai donc la probabilité qu'une loi normale tombe entre moins Z à moins alpha sur 2 et Z à moins alpha sur 2, c'est ça. Et c'est donc égal à alpha. Donc du coup, la probabilité que ce truc-là tombe entre moins Z à moins alpha sur 2 et Z à moins alpha sur 2 vaut alpha. Modulo, la transformation symbolique. Alors, donc du coup, hein, on en déduit que, voilà, que x bar n plus ou moins z 1 moins alpha sur 2 racine de x bar... Alors, bon, racine de θ facteur de 1 moins θ divisé par n. Voilà. Voilà, on a que ce truc-là est en fait égal exactement à 1 moins alpha. Bon, le problème, vous allez me dire, c'est qu'il y a θ dans la borne et que ça ne marche pas, vous aurez parfaitement raison. Mais ça, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave, pourquoi? Parce qu'un théorème qui s'appelle le théorème de Slutsky vous dit que si ça tend en loi vers ça, et si là-dedans vous injectez quelque chose qui tend en proba, vous pouvez parfaitement le remplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche. Ouais. Ah, non, là, ça c'est vrai. Hein. Ah, ça c'est vrai, ça c'est pas un truc de statisticien, c'est un théorème qu'utilisent beaucoup les statisticiens, mais c'est vrai, la convergence en loi n'est pas perturbée. D'accord? Parce que j'approche le paramètre par quelque chose qui tend en proba. Donc ça c'est tout à fait vrai, bon, ce qu'il est un peu moins c'est ça. Et donc du coup, tout va bien, je peux avoir mon x bar n ici. Donc cette convergence-là est vraie, c'est le théorème de Slutsky, c'est pas du tout difficile à démontrer, ça fait un bon exercice de proba. Et voilà. Et donc vous voyez que j'ai un intervalle ici de confiance tout à fait amical. Il est très bien, pourquoi? Parce que il est optimum, on le voit qu'il va être optimum parce qu'il utilise toute l'information de la loi, comme si la taille de l'échantillon était finie. Et en particulier, donc, vous voyez qu'en prenant 1 moins alpha égale à 95%, enfin 0,95 pour continuer mes exemples, Z1 moins alpha sur 2 c'est 1,96. Donc ça c'est une valeur que les statisticiens connaissent par cœur. Donc la probabilité qu'une gaussienne tombe entre moins 1,96 et 1,96 c'est 95%. Donc vous voyez, une loi normale c'est un support compact, hein, contrairement à ce qu'on pourra dire. C'est la probabilité de tomber entre moins 1,96 et 1,96, en clair vous n'y tombez jamais, quoi. Donc ça vous donne tout de suite la borne. Alors, la marge d'erreur, hein, vous voyez, ça c'est très important parce que pour la vie de citoyen, si vous prenez 1,96 fois racine de x bar n, facteur de 1 moins x bar n, divisé par n, ça vous donne la borne, la fluctuation, hein, la fluctuation droite et la fluctuation gauche autour de x bar n. Alors, si vous avez le temps, les soirs où on vous parle des sondages, vous pouvez vous amuser à faire ce calcul, c'est très facile, hein, ça c'est le chiffre, on vous dit voilà, les intentions de vote pour le candidat X sont de 12%, donc vous faites 12 fois 1 moins 12 divisé par la taille de l'échantillon. En général, les données en bas, dans un petit bandeau, sondage, Ipsos, machin, taille d'échantillon, on vous le dit, vous multipliez par 1,96 et vous avez la marge d'erreur. Néanmoins, un calcul en fait, si ça vous le majorez par un quart, ça c'est pratiquement, vous voyez, 1. Et donc la marge d'erreur, elle est en 1 sur racine de n. Donc ça veut dire que la marge d'erreur des sondages, tels que vous les connaissez à la télévision, elle est en 1 sur racine de n. Donc quand on vous donne un chiffre, vous divisez 1 par la racine carrée de la taille de l'échantillon, vous avez tout de suite la marge d'incertitude sur le sondage.
Typiquement, c'est 1000, hein, c'est les instituts de sondage sérieux, donc ça vous donne une marge d'erreur de 3%. Ça vous donne une marge d'erreur de 3%. Alors, étant entendu que, en fait, les sondeurs utilisent des techniques un peu plus fines pour réduire la variance, ça s'appelle la stratification. Enfin, il y a une science entière qui est la science du sondage, qui permet de réduire un peu la variance, mais enfin, c'est entre 2 et 3. C'est entre 2 et 3. Pour les sondages plus faibles, pour les instituts un peu moins en vue, la taille d'échantillon est de 500, c'est donc 1 sur racine de 500, donc bien sûr vous perdez en précision. Hier c'est très rigolo, j'entendais un candidat souverainiste, on va dire la chose comme ça, qui évidemment pour lequel le score était autour de 2%, qui disait oui mais madame, il y a une marge d'erreur, il a tout à fait raison, et qui est de 4 à 5%, quoi. Oui, non, c'était pas tout à fait 4 à 5%, c'est plutôt 3%, et puis c'est 4 à 5% vers le haut, mais aussi vers le bas. Donc son raisonnement commençait bien, mais il a dérapé à la fin. Donc il faut être bien conscient, donc lors des soirées électorales, hein, avant, vous devez mettre plus ou moins 3%. Donc les chiffres ponctuels que l'on vous donne sont des chiffres qui ne signifient rien. Hein. Il faut vraiment ajouter plus ou moins 3 ou 4% pour avoir une marge d'erreur, la variabilité. Notez aussi, c'est très intéressant, hein, notez ici qu'il y a quelque chose qui est fascinant dans cette théorie. À aucun moment, on ne fait appel à la taille de la population initiale. À aucun moment, je parle des 55 millions de Français. J'ai 1000 Français que j'ai interrogés, c'est tout. J'ai travaillé récemment, enfin j'ai pas le temps d'en parler, mais j'ai travaillé récemment pour des gens qui s'intéressent à des problèmes de piraterie, de lutte contre la piraterie audiovisuelle, qui ont des bases de données gigantesques hein, et qui sont obligés de faire du sondage dans des bases de données pour prouver aux juges que certains sites internet sont majoritairement dédiés à la contrefaçon, hein, pour des films contrefaits. Et en fait, ils étaient très étonnés d'apprendre qu'ils n'étaient pas obligés de regarder le million de films sur le site internet. Qu'il suffisait qu'ils en regardent 700 pour avoir une précision diabolique hein, sur le taux de contrefaçon présent sur le site internet. Donc c'est quelque chose de vraiment puissant si vous réfléchissez. Hein. Vous n'avez à aucun moment besoin de connaître la taille de la population initiale. Enfin, c'est une notion qui disparaît complètement. Elle est évacuée dans le grand oméga. Alors, dans les 5 minutes qui me restent, hein, je vais juste vous esquisser la théorie des tests parce qu'il est important d'en avoir entendu parler au travers d'un exemple. Hein. Alors, la théorie des tests, c'est le deuxième grand volet. Donc, on a vu l'estimation ponctuelle par intervalle. Et le deuxième grand volet, ce sont les tests d'hypothèse. Alors, les tests d'hypothèse, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est une aide à la décision, évidemment, statistique. Ça aide à prendre des décisions. Mais la contrepartie, c'est que ce n'est pas toujours très simple à comprendre. La théorie est un peu compliquée, même si l'idée est simple. Alors, le mieux, c'est de discuter à partir d'un exemple. Alors, un exemple concret, il y en a plusieurs, il y en a des plus ou moins rigolos. Ici, je suis face à des collègues et pas à des élèves, donc je ne prenais pas le plus rigolo. Donc, je vais prendre par exemple... je vais prendre par exemple, plus c'est filmé, donc je vais prendre un truc très sérieux, les tests HIV par exemple. Vous savez que les gens qui ont un doute vont faire un test HIV dans les laboratoires de quartier, et que ces tests sont des tests génériques, qui ont une marge d'incertitude, et que s'il y a le moindre problème, on envoie l'échantillon à Pasteur, qui va rechercher un antigène spécifique pour la maladie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les tests... j'allais dire du commerce, enfin les tests habituels, peuvent se tromper. Ce sont des tests, je crois, qui s'appellent ELISA, pour leur nom. Les Américains utilisent un système qui s'appelle Western Blot, enfin bon bref. Hein. Ce sont des tests un peu passe-partout. Et ces tests peuvent se tromper. Donc les tests ont pour vocation de prendre une décision, de dire si oui ou non l'échantillon qui a été analysé, l'échantillon de quelqu'un qui est malade, ou l'échantillon de quelqu'un qui n'est pas malade. Alors, on voit tout de suite hein, qu'il y a possibilité de faire une erreur, il y a même possibilité de faire 2 erreurs, et c'est ça qui est très important. Ou bien la personne est effectivement malade, et le test se trompe, et on annonce à la personne qu'elle n'est pas malade. Ça, c'est catastrophique, évidemment, d'un point de vue santé publique, hein, parce que vous avez quelqu'un qui croit qu'il n'est pas malade, alors qu'il est porteur d'un virus, et donc qui est potentiellement contaminant pour une partie de la population. A l'inverse, vous avez une deuxième type d'erreur, où la personne n'est pas malade, et où vous lui annoncez qu'elle est malade. Ça, c'est catastrophique, évidemment, d'un point de vue psychologique, hein,
parce que la personne va passer 3 jours affreux, puis bon, le diagnostic sera infirmé, mais les dégâts du point de vue de la population sont bien moindres. Et donc là, vous êtes face vraiment à un problème des tests, ça s'appelle les deux types d'erreurs que peut commettre un test statistique, l'erreur de type 1 et l'erreur de type 2. Autre exemple, qui est un exemple historique, je crois d'ailleurs que c'est comme ça que la théorie des tests a été développée. Un militaire surveille un radar, il est censé alerter quand un avion inconnu arrive dans son viseur. Là encore, il a deux manières de se tromper. Il a deux manières de se tromper, ou bien c'est un avion ennemi, il déclare que c'est un avion qui ne pose pas de problème. Bon, et dans ces cas-là, les conséquences peuvent être assez dramatiques pour l'espace aérien qui surveille. A l'inverse, si c'est un avion ami qui déclare que c'est un avion ennemi, bon, il sera dégradé, mais c'est pas très grave. Ouais, bon. Les conséquences sont moins graves. Voilà. Donc, ça s'appelle, on veut faire un test d'hypothèse. Et donc, un test d'hypothèse, ça part toujours d'une hypothèse dite H0, qui est l'hypothèse qui s'appelle l'hypothèse nulle. Alors, nulle, hein, c'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est c'est l'hypothèse de départ. Hein. Et qu'on veut confronter à une hypothèse H1, qui est l'hypothèse alternative. C'est des notations réservées. Alors par exemple, bon, pour revenir à des exemples peut-être plus mathématiques, est-ce que oui ou non, le candidat A fera un score de supérieur à 50%? Vous savez que certains partis politiques sont remboursés s'ils font un score supérieur à 4-5%, je n'ai pas les chiffres en tête, donc H0, est-ce que oui ou non, vous confrontez H0 H1, est-ce que oui ou non, notre score sera plus grand que 4 ou 5%? Voilà. Vous achetez un produit, vous êtes un agriculteur, on vous vend un produit pour faire pousser vos plantes plus rapidement. Est-ce que oui ou non, c'est vrai que j'obtiendrai un gain supérieur à 20%, voyez ? Donc voilà les hypothèses que vous voulez tester. Alors, je la fais courte, mais on voit rapidement en fait qu'il y a deux types d'erreurs. Donc je vous l'ai mis là. Commettre une erreur de première espèce, c'est rejeter H0 à tort. Et inversement, pour l'erreur de seconde espèce, conserver H1, H0, alors que c'est H1 qui est vrai. Donc ça, ce sont les deux erreurs dont on a parlé tout à l'heure. On voit très rapidement qu'il est illusoire de croire qu'on va pouvoir avoir une théorie qui va maîtriser les deux erreurs. C'est pas possible, hein, parce que intuitivement, restons-en à ce niveau, finalement, si je garde H0 tout le temps, si je ne prends aucun risque, ben je prends évidemment un risque très fort qui est de la garder aussi à tort. Donc j'aurai une erreur de première espèce qui sera nulle, je ne rejetterai jamais H0, moi je suis celui qui prend aucune décision. Donc quand on prend aucune décision, on ne se trompe pas. En revanche, évidemment, l'alternative peut être vraie, et là c'est catastrophique. Donc on voit que les deux erreurs varient d'une certaine manière en sens inverse. Donc on est rapidement obligé de dissymétriser le problème et de privilégier une des deux erreurs, qui va être l'erreur de première espèce, qu'on va essayer de contrôler. On va faire des maths et des stats pour contrôler cette erreur-là, en espérant que l'autre erreur sera sous contrôle par le modèle qu'on écrira. Donc on dissymétrise le problème. Donc c'est ce que je vous ai dit dans le poly. On prendra pour H0 donc, une hypothèse communément admise, une hypothèse de prudence, une hypothèse facile à formuler. Donc si vous voulez par exemple tester le fait qu'un médicament empêche les jeunes de fumer, vous n'allez pas prendre comme hypothèse H0, mon médicament est révolutionnaire. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. L'hypothèse H0, c'est l'hypothèse communément admise, c'est mon médicament ne marche pas. Donc vous devez apporter la preuve avec les données que votre médicament fonctionne, c'est-à-dire avoir suffisamment de données qui vous disent que vous allez rejeter H0. D'accord ? Donc l'hypothèse H0, c'est toujours l'hypothèse de la sagesse, hein. C'est l'hypothèse prudente. Et donc à partir de là, on peut mettre en œuvre un test. Alors la théorie des tests est très riche, elle est longue, mais on terminera là-dessus, prendre l'exemple de Bernoulli pour les sondages. Et au fond, on peut utiliser les intervalles de confiance pour faire un test, et c'est presque gratuit. Donc prenons toujours le cas du sondage, x1, xn, id, mes variables familières de Bernoulli, θ dans 0,1, qui est inconnu, et on veut tester H0, ben voilà, θ égale à θ0, contre H1, θ est différent de θ0. Hein, donc θ0, voilà, 2%, 5%, 50%. Alors on peut faire plus raffiné, on peut tester θ supérieur à θ0 contre θ est inférieur à θ0. Bon, restons simples, restons dans ce cas-là. Ben, comment faire, hein? Ben, on sait qu'on a déjà un intervalle de confiance, au sens où, si θ0 est vrai, si H0 est vrai, c'est-à-dire si les données ont été générées
par une loi de Bernoulli de paramètre θ0. C'est bien de ça dont il s'agit. Ben, je suis capable de dire, d'après ce qu'on a vu, qu'avec une probabilité grande, 95%, par exemple, le paramètre θ0 sera entre x bar moins un truc et x bar plus un truc. Donc si je continue mon raisonnement, ça veut dire qu'avec une probabilité petite, 5%, ben, θ0 sera à l'extérieur de mes deux bandes de l'intervalle de confiance. Ben, du coup, c'est à ce moment-là que je vais dire que je vais rejeter H0 et que je vais prendre un risque. Pourquoi? Parce que je vais dire, ben, c'est quand je vais être à l'extérieur de l'intervalle de confiance, j'ai que 5% d'y être sous le modèle H0, ben c'est à ce moment-là que je vais dire, ben en fait, c'est parce que mes données ont été générées par un θ sous H1. Je me trompe comment? Dans 5% des cas, quand je suis dans le cas où ben, mon paramètre θ0 sort de l'intervalle de confiance, et par définition, ça arrive dans 5% des cas. Donc c'est ce que je vous ai mis là. Si vous réfléchissez, le raisonnement est imparable. La probabilité de rejeter H0 alors que H0 est vrai, avec ce raisonnement-là, ben c'est la probabilité, quand je mets θ égale à θ0, alors que les données ont été générées effectivement avec un paramètre égal à θ0, que θ0 n'appartienne pas à mon intervalle de confiance, donc x bar n plus ou moins en, en fonction de la méthode qu'on a choisie. Hein. Et donc ça, ben, par définition, ça vaut, ou c'est plus petit que 0,05. Donc c'est lorsque je sors de l'intervalle de confiance que je vais dire, ben bon, dans ces cas-là, je rejette, mais je peux me tromper évidemment, et donc je prends un risque, je prends le risque que je sois sorti de l'intervalle de confiance, et ça arrive dans α% des cas. Et donc vous avez ici quelques exemples d'applications derrière. Hein. Donc dans le cas d'un sondage, par exemple, si vous avez x bar n égale à 51%, avec n égale à 1000 sondés, donc ça c'est, voilà, Rutel-Krief vous annonce que sondage Ipsos machin, tel candidat est crédité de 51% des voix aux élections présidentielles, avec un sondage de 1000, ce qui est très sérieux, dont l'intervalle de confiance associé est 51 plus ou moins 3%, on l'a vu, asymptotique en tout cas. Donc ça veut dire que c'est entre 54 et 48, donc vous pouvez passer en dessous de 50, première observation. Et aucune des deux hypothèses, θ égale à 49 et θ égale à 51, n'est rejetée au niveau 0,05, puisque les deux valeurs tombent dans l'intervalle de confiance. Donc le test statistique ici est imparable, il vous dit que vous ne pouvez pas, à partir des observations que vous avez, rejeter l'hypothèse H0, c'est-à-dire que θ égale à 49%. Autrement dit, les données ne contredisent pas le fait que le paramètre est égal à 49%. Donc il n'y a pas plus de raison de croire que le paramètre sera égal à 49% ou 51%. En revanche, donc voilà ce qu'on dit typiquement, au vu des données, on ne peut affirmer que θ est significativement différent de 49%. Vous comprenez très bien que si vous êtes un scientifique et que vous allez voir Rutel-Krief le soir, on va vous dire, est-ce que vous pouvez l'expliquer en termes compréhensibles? Là, vous êtes un grand moment de solitude, parce que on ne peut affirmer que θ est significativement différent de 41%. Les journalistes, eux, veulent oui ou non. Or, les stats vous montrent que la vérité est toujours plus complexe que oui ou non. En revanche, vous voyez, l'hypothèse θ égale à 47% est rejetée. Et donc, on dit que les données montrent que θ est significativement différent de 47%. Mais ça, le journaliste, en général, va vous répondre, on s'en doutait. Oui, bon. Voilà. Donc, je n'ai malheureusement pas le temps de développer plus en avant la théorie des tests. Mais enfin, il est bon de savoir qu'elle peut très facilement s'illustrer à partir des intervalles de confiance. Et donc ça peut être, là encore, pour les TIPE, un sujet très facile de prolongement des intervalles de confiance. Voilà, je vous remercie, je suis navré pour avoir dépassé un peu l'heure. Dans le domaine médical, les échantillons sont parfois très réduits à cause du caractère invasif de certaines... et donc, est-ce qu'il y a des techniques d'accélération, de convergence? Enfin, je ne sais pas, je dis peut-être une grosse Alors, bêtise, c'est un énorme problème, vous avez tout à fait raison de le souligner. Dans l'approche fréquentiste, c'est souvent une approche asymptotique, donc on suppose qu'on a des échantillons de grande taille. Or, bien souvent, comme vous le dites, en particulier en médecine, les échantillons sont de taille très réduite. Donc là, on fait appel à d'autres techniques, typiquement à des techniques bayésiennes, en fait, qui sont capables de prendre en compte le faible nombre d'échantillons. En tout cas, ces techniques-là s'évanouissent complètement quand vous avez 4, 5, 6, voire maximum 10. Donc il y a des techniques différentes basées, enfin, malheureusement je n'ai pas le temps d'en parler, ça relève presque de la recherche au fond, mais sur des statistiques bayésiennes, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, qui prennent en compte ces problèmes-là. Mais les échantillons de petite taille, c'est un problème compliqué, très compliqué, qui interviennent d'ailleurs pas uniquement en médecine. Oui, mais je pensais
recherches en ce moment sur le cerveau. Oui, oui. C'est sûr que là, pour le coup, quand on met des gens dans des IRM, Oui. enfin de l'imagerie médicale, on Absolument. peut pas mettre Oui. des centaines de personnes, quoi. Absolument. Alors, ce qui est très marrant, c'est que la recherche se concentre sur les échantillons de petite taille, mais à l'inverse, vous avez un pan de la recherche contemporaine qui est sur les échantillons de taille massive. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure du big data, mais le problème numéro 1 des statisticiens, c'est de gérer la masse de données. Si vous avez un ordinateur, vous ne pouvez même pas les stocker sur l'ordinateur. Maintenant, plus personne parle de gigabytes. Maintenant, on est au minimum en téra, et en terabyte, vous ne pouvez rien faire. Si vous voulez faire un calcul, une moyenne empirique, il faut 1 heure. Ce n'est pas possible. Hein. Et donc, ça veut dire que les statisticiens doivent complètement repenser en fait, leur technique à l'aune de ces données massives. Et donc, c'est le phénomène big data, et donc j'en parlais tout à l'heure, on forme nos élèves à des techniques contemporaines pour essayer de prendre en compte ces données. Et le troisième problème, puisque vous soulignez ces aspects-là, c'est la dimension des observations. Ici, on est resté dans un problème très simple, où on a des observations qui vivent dans R, mais en fait, dans des problèmes beaucoup de problèmes contemporains, votre variable aléatoire est en fait un vecteur de dimension colossale. Si vous pensez par exemple à une page Internet, elle va être codée par une fréquence de mots-clés. Des mots-clés, vous en avez plusieurs milliers, voire plusieurs millions, et donc une observation égale un vecteur dans R à la puissance plusieurs milliers. Donc ça pose des problèmes évidemment parce que on manipule des matrices de grande taille qui ne sont plus inversibles, la taille de l'échantillon est plus petite que la taille des données, donc ça pose des problèmes redoutables. Vous avez aussi typiquement ce problème en génétique, où en génétique on a peu d'observations. C'est-à-dire, vous avez peut-être entendu parler des microarrays, où on séquence des gènes. On en a peu, de l'ordre de 1000, mais en revanche, les chaînes d'ADN sont longues de plusieurs milliers, voire millions. Et donc, vous avez des problèmes de grande dimension. Donc aujourd'hui, on est confronté à la fois à des problèmes de petite dimension, de grande dimension et de masse de données. Enfin de petits volumes de données, de très gros volumes de données et de grande dimension. Donc il y a des défis qui sont considérables. Quand ça se croise, et quand ça se croise, c'est encore plus compliqué. Peu d'échantillons, je reviens à mon cerveau. Oui, peu d'échantillons, grande masse de données. Oui, là, vous avez un pan entier de la recherche contemporaine. Donc vous avez un pan entier de la recherche contemporaine, vous avez des observations qui ont des tableaux de données qui ont une centaine de lignes, et vous avez ici des individus qui sont codés de l'ordre du million, voire du milliard aujourd'hui sur les séquençages contemporains. Et donc vous ne pouvez pas, certains d'entre vous connaissent probablement la régression linéaire. La première chose qu'on dit à nos élèves en régression linéaire, c'est on supposera partout que la matrice est injective et donc que n est plus grand que p. Voilà. Et donc ça ne marche plus dans les problèmes modernes. Et donc il y a des solutions, bien sûr, d'algorithmes adaptés, d'algorithmes et de méthodes adaptées, mais bon, là, il faut rentrer dans des considérations qui nous feraient louper très loin le repas. Merci bien.